Bonjour à vous mes hockey fans, bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Bruins de Boston. Alors, n'oubliez pas que ça fait partie d'une playlist, donc vous avez les aperçus des différentes organisations pour la saison 2024-2025. Pour l'instant, le seul autre aperçu que j'ai déjà de disponible sur la chaîne YouTube, c'est celui des Ducks d'Anaheim. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller le voir pour vous donner une petite aperçu des Ducks, puis me donner aussi votre impression. C'est quoi votre prédiction pour les organisations? J'aime bien savoir le pouls des gens. Alors, il y a des gens qui ont placé les Ducks en série, ou du moins qui pourraient créer une surprise. Alors, j'ai été assez surpris. Je ne me rappelle pas par contre si c'était sur YouTube ou sur TikTok, puisque évidemment, je suis présent à la fois sur YouTube et sur TikTok, toujours au nom de HockeyFan514. Vous pouvez utiliser le hashtag HF514 pour me trouver. Alors, aujourd'hui, on fait l'aperçu des Bruins de Boston. On est toujours surprenant, Bruins de Boston, devrais-je plutôt dire. C'est une organisation, on dirait, qui année après année nous surprend tout le temps. Bon, c'est sûr que c'est une équipe qu'on sait être professionnelle, dans le sens qu'ils ont une éthique professionnelle très solide, très implantée. Il y a une idéologie dans cette organisation-là qui a été implantée, qui est vraiment impeccable. Et même si on a eu des pertes très significatives lors de la saison morte du côté de Boston, on parle quand même du départ de Patrice Bergeron et de David Krejci, deux centres qui jouaient un rôle très important au niveau de la ligne de centre des Bruins. Même on pourrait dire encore à ce jour que c'est un problème à régler du côté de Boston, là, la ligne de centre, mais tu sais, ça a été deux gros trous et pourtant l'organisation a quand même été capable non seulement de participer aux séries éliminatoires, mais en plus de passer la première ronde. Fait que c'est quand même non négligeable ce qui a été accompli du côté de Boston la saison dernière. Puis c'est une organisation qui tranquillement mais sûrement est en train de faire comme un renouveau. Il y a quelques jeunes qui sont implantés dans cette organisation-là. On a eu la chance entre autres de voir pour ses premiers coups de patin dans la LNH le jeune espoir, j'ai-tu marqué ici? Ouais, Mathieu Poitras. Mathieu Poitras qui a vraiment montré de très belles choses l'année passée. C'est un jeune qui pourrait être un jeune d'impact là, à moyen terme là, du côté de Boston. Peut-être que cette année, il va être capable de continuer sur sa lignée. Des fois, la deuxième saison, c'est plus compliqué. Malheureusement pour lui, il y a eu une saison écourtée. Alors, c'est ça. Les Bruins de Boston, une saison que je qualifierais de surprenante. On a très bien performé. Encore une fois, notre tandem des gardiens de but a été à la hauteur. Linus Ulmark et excusez-moi, Jeremy Swayman avait sensiblement la même moyenne avec le même pourcentage d'efficacité. Là, j'ai pas gardé en note Linus Ulmark. Évidemment, Linus Ulmark a quitté pour Ottawa. Mais c'est ça, c'était sensiblement les mêmes performances. Donc c'était très similaire. Encore une fois, on a été une équipe qui a été solide défensivement. Il y a eu un petit peu de branle-bas de combat en début de saison avec l'histoire entre autres du vétéran Milan Lucic. Milan Lucic qui revenait à la maison à Boston, puis finalement il a dû quitter pour des raisons personnelles. On connaît l'histoire, là, donc tu sais, il a pas été là, il a pas été là très très longtemps du côté de Milan Lucic. Je pense qu'il avait joué juste 4 matchs. C'est ça, 4 matchs, 2 passes. Fait que c'est ça. Tu sais, ça a été un peu queue de poisson là, pour le début de saison, mais c'est ça. Après ça, c'est une équipe qui a été performante puis qui a bien performé sur une base régulière tout le reste de la saison. Fait que très bonne organisation encore une fois du côté de Boston. Alors on revient bien évidemment avec le directeur Sweeney et l'entraîneur Jim Montgomery. Ils ont terminé septième dans la ligue et quatrième dans la conférence de l'Est. C'est très bon quatrième. Donc, la saison 2023-2024, ils ont 47 victoires, 20 défaites, 15 défaites en prolongation pour un total de 109 points, je répète, pour le quatrième rang dans la conférence de l'Est. On a été éliminé en deuxième ronde, donc en première ronde, on a réussi à éliminer les Maple Leafs de Toronto. Avouez quand même, là, quand on voit deux rivaux du Canadien de Montréal s'affronter, on dirait qu'il y a comme, on est sûr d'être soulagé au moins qu'un des deux va pas passer la prochaine ronde. Mais du côté de Toronto, ça a été encore une fois décevant. On en reparlera quand on fera l'aperçu de Toronto. Mais encore une fois décevant en séries éliminatoires. Du côté de Boston, ben écoutez, c'est ça. T'sais, on a réussi à sortir Toronto, mais après ça, on s'est pogné contre la Floride, qui est une équipe qui a quand même un peu d'expérience. On s'entend que l'année d'avant avait été en finale. Puis qui ont bâti pour être le terme m'échappe là, vite de même, là, mais tu sais, quand que la production vient de partout, là,
Balancé, une équipe balancée. Fait que c'est une équipe avec beaucoup de profondeur, peut-être plus de profondeur que les Bruins de Boston. C'est peut-être un problème qu'on a eu du côté de Boston, c'est qu'il y a peut-être un petit peu moins de profondeur, mais on a des jeunes qui peuvent quand même apprendre dans l'organisation. Une moyenne de buts marqués de 3,21 pour le 13e rang dans la LNH, une moyenne de buts encaissés de 2,70 pour le 5e rang dans la Ligue, 22,2% d'efficacité en avantage numérique, on est 14e dans la Ligue, et puis finalement 82,5% d'efficacité en désavantage numérique, on est 7e dans la Ligue. Donc on voit que c'est plus l'aspect défensif. Quoique, on n'est pas mauvais offensivement, là, 13e pour les buts marqués, puis 14e pour l'avantage numérique, mais défensivement, on se démarque le 5e pour les buts encaissés et 7e pour le désavantage numérique. Fait que, système de jeu. Système de jeu, joueurs impliqués. Tout le monde est impliqué, ça fonctionne bien. Le meilleur buteur aurait été évidemment David Pastrnak, 47 buts. My God, il a avoisiné les 50 buts. 110 points pour David Pastrnak qui termine au premier rang. Et pour vous donner une idée, là, il y a peut-être 40-50 points qui séparent le premier pointeur des Bruins et le deuxième. Le deuxième étant Brad Marchand avec 67 points. Donc on passe de 110 à 67. Ça fait un méchant gap. Là, 40 points, ça serait 107. Ouais, c'est plus que 40 points. Donc, bref. Le meilleur défenseur, puis ça, je pense qu'ici, c'est pas juste le meilleur défenseur offensif, c'est vraiment le meilleur défenseur de l'organisation. C'est Charlie McAvoy, 74 matchs, 47 points plus 4, encore une bonne saison pour le jeune défenseur. C'est un gars qui prend toutes les responsabilités à la défensive, c'est vraiment le général de la défensive. En tant que tel, c'est lui qui va apporter un côté offensif, mais aussi physique et qui joue bien responsable défensivement. Fait que c'est le meilleur défenseur du côté de Boston. On a fait une belle acquisition, ceci étant dit, pendant la saison morte. On va en parler tantôt. Mais une belle acquisition ici là, pour venir aider Zadorov. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, on va y aller du côté des espoirs. J'étais un peu chahuté. Je savais pas trop s'il fallait que je le mette ou non là. Mathieu Poitras, je me dis, il a joué un peu moins qu'une demi-saison LNH, donc je vais le considérer encore comme un espoir. Mathieu Poitras, ici, on parle d'un joueur de centre de 20 ans, 5 pieds 11, 181 livres. Il a joué un total de 33 matchs dans la LNH la saison dernière, 5 buts, 10 passes pour 15 points. On était très optimiste pour sa saison. Malheureusement, au mois de février, au mois de février, il a été opéré pour son épaule. Je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite, là, mais en tout cas, peu importe. Il a été opéré au niveau d'une de ses deux épaules. Il a participé au World Junior, le championnat du monde junior, 4 points en 5 matchs pour le World Junior. Dans le cas ici de Mathieu Poitras, on parle d'un gars qui prend des risques calculés. C'est donc un joueur qui joue très sécuritaire, un excellent fabricant de jeu avec de bonnes mains. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, mais responsable. Et ça, ben, on aime ça. Fait que Mathieu Poitras, qui pourrait très bien, en tout cas, normalement, qui devrait faire partie de l'équipe LNH dès cette année. Par la suite, deuxième espoir ici, j'ai Fabienne Liesel, j'ai 21 ans pour ce qui est de Fabienne Liesel. On parle d'un ailier droite de 5 pieds 11, 176 livres. C'est drôle parce qu'ils ont tous 5 pieds 11, mes espoirs. Parenthèse. Donc, 176 livres. Lui a évolué du côté de la Ligue américaine la saison dernière avec Providence. C'est 56 matchs, 15 buts, 35 passes pour 50 points pour ce qui est de Liesel. Alors, c'est un gars qu'on pourrait voir éventuellement dans la Ligue nationale. C'était sa deuxième saison dans la Ligue américaine. C'est un gars avec un très bon coup de patin. Puis c'est un gars qui, somme toute, est bon dans tous les aspects du jeu. Là. Donc, c'est un espoir qu'on pourrait voir dès cette année au niveau de la LNH, mais que le pressenti que j'ai serait probablement qu'il commencerait la saison encore à Providence. C'est un feeling que j'ai. Et par la suite, ici, ça c'est intéressant, là. C'est Georgi Merkulov. Donc, Georgi Merkulov, c'est un attaquant. Donc, il peut jouer au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite. Un joueur évidemment russe, là. On ne sera pas surpris de ça. 23 ans, 5 pieds 11, 179 livres pour ce qui est de Merkulov. Donc, il jouait au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. 67 matchs, 30 buts, 35 passes, 65 points. Il a terminé assurément dans le top 10 pour les buts et les points, peut-être même top 5 pour un des deux dans la Ligue américaine. Donc ça a été un des attaquants les plus productifs du côté de la Ligue américaine la saison dernière. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un gars qui n'a jamais été repêché, il a été signé en tant qu'agent libre. Fait que ça, c'est très intéressant. C'est un gars qu'on sort
un petit peu de nulle part du côté de Boston et qui pourrait avoir un impact significatif au niveau de la production offensive. C'est un gars qui est essentiellement offensif, un bon fabricant de jeu avec des bonnes mains. C'est pas nécessairement le gars le plus responsable. Et c'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale dès cette année. Certains, j'ai vu qu'ils l'ont mis dans leur alignement là, dès cette année. Puis ça se peut, ça se peut très bien. Pourquoi pas l'essayer, tu sais. Ça l'a bien été au niveau de la Ligue américaine. Puis ben, le prochain step après, c'est la Ligue nationale. Donc, on pourrait le faire commencer encore dans la Ligue américaine la saison prochaine. Mais si on a besoin d'un petit punch à l'attaque de plus, puis tu sais, on pourrait le mettre sur une troisième ligne au lieu de le mettre dans notre top 6 là, juste pour commencer. Ça pourrait être intéressant pour la profondeur. J'en parlais tantôt, c'est peut-être quelque chose qui a manqué aux Bruins la saison dernière. Donc, ça pourrait être bon de voir ce genre de joueur-là pour la profondeur. Alors, somme toute, là, pour ce qui est de la dernière saison, ben, on a connu une excellente saison. On a eu plus de 10 joueurs, je pense, qui ont eu 10 buts et plus. Une production qui a été quand même assez variée. Là. Je sais bien que je dis plus tantôt qu'on manque de profondeur, là, mais on a eu quand même une production variée, mais c'est pas une équipe que la troisième ligne fait frémir, on va dire comme ça. Donc, on a quelque chose. Du côté de Boston, on a quelque chose. On a une équipe qui est impliquée. On a une équipe qui est prête à se sacrifier. Je dois parler évidemment de Jeremy Swayman, pour l'instant toujours pas signé, qui demanderait un contrat équivalent à celui de Carey Price, donc dans les 10 millions de dollars. On a laissé partir Linus Ulmark justement pour être capable de payer Jeremy Swayman, puis on se cachera pas les choses. Là. Il y en a Scorpissalo qu'on a acquis en échange de Ulmark. Là. Ça sera pas un tandem. Je penserais pas. D'après moi, on a vraiment. Le Swayman a vraiment la position 1 d'après moi, là, mais il est toujours pas signé. Et ça serait problématique de commencer la saison sans lui. Fait que ça serait quelque chose là, qui serait à corriger le plus vite possible du côté de Sweeney. Et puis sinon, ben, je voulais aussi parler du départ de Jake DeBrusk. Là, ça faisait longtemps qu'on en parlait, la possibilité que Jake DeBrusk parte vers d'autres cieux. Finalement, c'est à Vancouver qu'il ira. Il avait quand même connu une saison respectable, là, 40 points en 80 matchs, c'est quand même pas mauvais. Euh, une histoire, je dirais anecdotique parce qu'elle n'a pas rapport au hockey, mais c'est pas vraiment une belle anecdote, mais c'est particulier. Là. Il y a une histoire d'une partisane là, qui est vraiment obsédée par Jake DeBrusk, qui semble-t-il aurait décidé de déménager à Vancouver. C'est très 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 particulier cette histoire-là, pauvre gars. Je sais pas si c'est pour ça. Ça a l'air que la partisane en question, elle harcèle sa copine, elle harcèle ses amis, elle harcèle lui. Particulier. Fait que bref, on y souhaite la meilleure des chances à Vancouver pour ce qui est de Jake DeBrusk. Maintenant, on y va avec un alignement projeté. Évidemment, au moment de tourner cette vidéo-là, les camps d'entraînement ne sont pas encore commencés. Il y a peut-être des échanges qui ont été faits depuis. Il y a peut-être des gars qui se sont démarqués. J'en ai aucune idée. Alors, j'y ai été avec ce qui me semble être un alignement qui aurait du sens. Alors, sur ma première ligne, du côté gauche, ben, j'y ai été avec Pavel Zacha, 59 points, 78 matchs la saison dernière. Une bonne saison pour ce qui est de Pavel Zacha. Là, c'est très intéressant. Du côté de Boston, là, on a maintenant, pas un, mais deux Lindholm. Puisqu'on a fait l'acquisition de Elias Lindholm qui nous arrive de Vancouver-ish Calgary, là, dans son cas à lui. 44 points en 75 matchs la saison dernière. C'est un gars qui a été centre numéro 1. C'est sûr qu'à Vancouver, peut-être pas, mais à Calgary, c'est un joueur qui est capable de prendre de grandes responsabilités. Puis après le départ de Patrice Bergeron, on avait besoin d'un centre un peu dans ce style-là, on va dire, là, un centre qui est responsable. Et on pense l'avoir trouvé en A.H. Lindholm. Ben, en tout cas, moi aussi, je pense qu'ils l'ont trouvé en A.H. Lindholm. C'est un centre qui est un centre responsable. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va compenser le départ de Bergeron? Je ne crois pas, mais on a quand même quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Pour moi, vraiment, l'héritier de Bergeron dans ce style de joueur-là, c'est vraiment Barkov du côté de la Floride. Barkov, là, très intelligent comme joueur de centre. Que je fais jouer bien évidemment avec l'ailier droit David Pastrnak, 110 points en 82 matchs la saison dernière. Encore une bonne saison pour ce qui est de David Pastrnak. Sur la deuxième ligne, j'étais avec le très vétéran Brad Marchand, maintenant capitaine, 36 ans du côté de Brad Marchand, 67 points en 82 matchs. Ralenti un petit peu, mais je pense que c'est normal, là, tu sais, rendu à 36 ans maintenant. Que je joue avec Charlie Cole, puis Cole, lui, honnêtement, je pense qu'il a été quand même un peu surprenant, de 60 points en 82 matchs. On prend la relève de David Krejci de ce côté-là, qui est un joueur de centre un petit peu plus offensif. C'est intéressant ce qui a été fait du côté de Charlie Cole. Qu'on fait jouer avec notre jeune Mathieu
Mathieu Poitras, lui, c'est 15 points en 33 matchs. Il a montré de belles choses pour le court échantillon qui a été dans la Ligue nationale. Ce sera à lui maintenant de prouver qu'il est capable de maintenir ça. Pour ce qui est de Poitras, il est âgé de 20 ans. Ensuite de ça, sur la troisième ligne, j'y vais avec Trent Frederick, 40 points en 82 matchs la saison dernière. J'étais assez surpris du 40 points. Meilleure saison en carrière pour ce qui est de Trent Frederick. Attends, il y a lui, puis il y en a un autre aussi. Trent Frederick se met personnel pour les buts avec 18 buts et pour les points avec 40 points. Sinon, Charlie Cole et même Pavel Zacha. Pavel Zacha aussi a connu sa meilleure saison en carrière. Charlie Cole a connu sa meilleure saison en carrière. Ça a été un peu plus surprenant la production offensive de Cole. Peut-être un peu moins du côté de Pavel Zacha, à mon humble avis. Mais c'est ça, meilleure saison en carrière. Pour ce qui est de Trent Frederick, encore la meilleure saison des sommets personnels pour lui. Donc 40 points, 82 matchs pour ce qui est de Trent Frederick. Par la suite, on y va avec Geeky au centre, 39 points, 76 matchs. Quand même une bonne saison. Et là, j'ai mis ici Brazo. Brazo est âgé de 26 ans. C'était sa première saison, pour ainsi dire, dans la Ligue nationale. C'est 7 points en 19 matchs. Il a joué aussi au niveau de la Ligue américaine. Je pense que c'est 37 points qu'il a fait au niveau de la Ligue américaine. C'est ça. C'est un joueur qui pourrait faire partie de l'alignement régulier cette année. Là. Il a joué juste un très court échantillon la saison dernière. Pour ce qui est de Brazo, 26 ans, c'est quand même un vieil espoir, on va dire ça comme ça. C'est un espoir qui est quand même un petit peu plus âgé. Par la suite, sur la quatrième ligne, on va avoir Jones qui nous arrive de Anaheim, 26 ans pour ce qui est de Jones, 15 points en 52 matchs la saison dernière, que je vais jouer avec Beecher. Beecher, lui, c'est 10 points en 52 matchs du côté de Boston. Et finalement, Kastelik, qu'on a acquis dans la transaction de Linus Ullmark, 10 points en 63 matchs la saison dernière du côté de Ottawa. C'est un joueur essentiellement de profondeur. Par la suite, Brown, que j'ai mis ici comme scratch, et Lettieri, qui lui nous arrive du Minnesota. Dans le cas de Lettieri, c'est 9 points en 46 matchs la saison dernière. Et pour ce qui est de Brown, il a joué seulement 11 matchs au niveau de la Ligue nationale. Maintenant, au niveau des défenseurs, on a fait une acquisition que moi, je vois comme étant hyper intéressante. C'est un défenseur qui peut apporter beaucoup dans plusieurs aspects du jeu, dont entre autres l'aspect physique. Et j'ai adoré ce défenseur-là en séries éliminatoires. C'est Zadorov. Zadorov qui évoluait du côté de Vancouver. En fait, Calgary une partie de la saison, Vancouver une autre partie de la saison dernière. Seulement 20 points en 75 matchs, on ne se le cachera pas, c'est pas un défenseur offensif. Très bon vibe, c'est un gars qui aime faire rire les partisans, il aime faire rire ses coéquipiers. C'est un gars qui est très impliqué physiquement, puis c'est un gars qui veut pas retourner en Russie. Juste pour être clair, là, il a critiqué le gouvernement, fait qu'il il veut pas retourner en Russie. Le gouvernement russe, évidemment, mais il veut pas retourner en Russie. Fait que ça, en tout cas, j'ai trouvé ça drôle à mentionner. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que c'est un défenseur qui est très impliqué physiquement et il aime les matchs qui sont les matchs importants où il y a beaucoup d'énergie. Il répond présent. Fait que du côté de Boston, ça va donner du caractère, ça va donner du cœur en séries éliminatoires. Puis moi, je trouve ça super de le faire jouer avec Charlie McAvoy. Charlie McAvoy, je vous ai déjà fait tout son pedigree. C'est un défenseur qui est capable de tout apporter au niveau d'une game. C'est le défenseur de l'organisation du côté des Bruins de Boston. Fait que de mettre Zadorov à ses côtés, je pense que c'est une très belle addition, à mon humble avis. Par la suite, sur la deuxième paire, eh bien, j'y vais avec le deuxième Lindholm, Hampus Lindholm cette fois-ci. 26 points, 73 matchs la saison dernière du côté de Boston, que je vais jouer avec Brandon Carlos, c'est 14 points en 76 matchs la saison dernière. C'est intéressant, on a une défensive qui a de l'expérience, 29 ans Zadorov, 26 ans McAvoy, Lindholm 30, Carlo 27. Par la suite, Laurie un peu plus jeune, 23, mais Peaky, lui, c'est 26. Laurie, c'est 13 points en 41 matchs la saison dernière et Peaky, c'est 10 points en 38 matchs la saison dernière du côté de... En fait, il était acquis pendant la saison. Il jouait du côté de Columbus, puis il a terminé la saison avec Boston. C'est un défenseur plus de profondeur. Et en termes de scratch, j'y vais avec Waterspoon, 41 matchs la saison dernière du côté de Boston pour Waterspoon et un petit 8 points. Maintenant, au niveau des gardiens de but, là, il fait une couple d'années que c'était la même affaire, puis qu'on était comme c'est ça, puis c'est tout, puis il n'y aura pas. Mais là, ça a changé. Ça l'a changé du côté de Boston. Finalement, du côté de Boston, on a décidé de trancher dans la position des gardiens de but. Et on a séparé le tandem d'amis qui était Linus Ullmark et Jeremy Swayman et on a opté pour laisser partir Linus Ullmark dans le but de re-signer Jeremy Swayman qui, au moment de tourner cette vidéo-là, n'est toujours pas signé. Je ne sais pas s'il va signer un contrat de 10 millions, mais si c'est le cas, là,
Donc, bref, Linus Ulmark n'étant plus là, on a acquis Jonas Korpisalo dans la transaction avec les sénateurs d'Ottawa. Puis je pense pas que Jonas Korpisalo soit vraiment une menace au poste de premier gardien de Jeremy Swayman. Je pense vraiment que là, on y va avec un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. Jeremy Swayman, la saison dernière du côté de Boston, 44 matchs, 2,53 de moyenne, 916 d'efficacité. Alors, on avait un tandem du côté de Boston depuis quelques années. Alors là, il devrait probablement avoir plus de matchs cette année du côté de Jeremy Swayman. Et par la suite, Jonas Korpisalo qui était ish partant là, du côté d'Ottawa. 55 matchs, 3,27, 890 d'efficacité. On voulait plus de lui du côté d'Ottawa et malheureusement, il n'a pas livré la marchandise. Fait que, on a abandonné sur lui, mais c'est une belle addition. Là. Linus Ulmark, là, c'est pas mauvais là, comme addition. Fait qu'on a peut-être abandonné sur Copissalo, mais on a quand même été chercher un bon gardien de but du côté de Linus Ulmark. Fait que, bref. Et sinon, c'est sûr, troisième gardien, j'ai été avec Boussy. Là, ben honnêtement, je ne sais pas vraiment lequel qui va être appelé en temps et lieu. Là. 41 matchs la saison dernière du côté de la Ligue américaine, 2,67 de moyenne, 913 d'efficacité. C'est quand même une bonne efficacité. Alors, du côté des Bruins de Boston, ben écoutez, on a fait des acquisitions qui sont plus qu'importantes. On a décelé qu'on avait certaines faiblesses du côté de Boston, et ces faiblesses-là, c'était probablement le centre, puis ben on a vu peut-être défenseur. Tu sais, on veut peut-être avoir une défensive plus impliqué, je sais pas. En tout cas, c'est un gars qui est très très bon pour le vibe de l'équipe, Zadorov. C'est un gars qui est professionnel. Puis c'est un gars qui est impliqué physiquement et qui aime, entre autres, les matchs qui sont des matchs d'importance. Fait en séries éliminatoires, on va être content de l'avoir. Et sinon, Lindholm, on a un joueur de centre qui est complet, qui est capable de contribuer à l'attaque, mais aussi d'être très responsable dans son jeu. Fait qu'on a fait de très belles acquisitions du côté des Bruins de Boston. Fait que c'est la raison pour laquelle, selon moi, c'est une organisation qui va retourner en séries éliminatoires. Et là, ben, leur objectif à eux, c'est de faire plus que les deux premières rondes. Je ne sais pas si vraiment on a ce qu'il faut pour se rendre en finale de la conférence de l'Est, mais assurément, on a ce qu'il faut pour se rendre en séries éliminatoires. Fait que, d'après toi, où les Bruins de Boston vont terminer cette année? Est-ce qu'ils vont participer aux séries? Est-ce que d'après toi, ils vont être out des séries? Mais ça, je te le conseille pas, les Bruins. Hein? On dirait qu'à chaque année, on se dit qu'ils vont tomber, puis finalement, ils tombent pas. Fait que, bref, est-ce que d'après toi, les Bruins ne participeront pas aux séries? Est-ce qu'ils vont participer aux séries? Est-ce qu'ils vont être juste dans la course aux séries? Ou est-ce qu'ils vont dans le corridor, voire même la coupe? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2024-2025 de la LNH. Un gros merci d'avoir regardé celui-ci. On se revoit très bientôt.